Donc, avant de commencer, je vais laisser la parole à notre présidente, Madame Marlène Ouka, pour qu'elle puisse dire deux mots sur le lancement de cet atelier. Oui, bonjour à tous. Et mon micro est, voilà, mon micro est à nouveau ouvert. Donc, bonjour à tous et toutes. Je vous remercie de participer à ce séminaire qui est très important puisque les enjeux hormones suivant le cycle de la vie, c'est important, c'est que les hormones ont une place très importante dans notre vie et tout au long de notre vie, ils agissent différemment. Donc, j'attends beaucoup de M. Appin et de M. Honoré pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Donc, je vous remercie de participer et puis je vous souhaite un bon webinaire. Bon, en attendant que M. Appin puisse se présenter, je vais faire un petit rappel sur ce qui a été présenté ce mercredi 10 novembre. C'était donc notre premier webinaire. Mais peut-être qu'avant, je vais aussi moi-même me présenter, hein, ce serait peut-être bien. Donc, je suis Kyliane Templé, je suis agente de prévention à l'association Axe-Sida Martinique. Et donc, avec ma collègue, Madame Ida Marie Mandala, nous avons été chargés de ce projet, on va dire, à peu près du début à la fin, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, la dernière fois, c'était elle qui était sur l'animation et puis aujourd'hui, c'est moi. On fait un roulement. Donc, aujourd'hui, je prends le relais. Donc, comme je vous disais, mercredi 10 novembre, on a eu le premier webinaire hein, qui était sur le thème hormones de quoi parle-t-on avec la présence de M. Yannick Exili, qui est professeur de SBT hein, au niveau lycée. Et puis aussi, alors monsieur appelle le compteur. Et puis aussi le docteur Audrey Zabulon, qui est endocrinologue au CHU. Donc, ils ont abordé pas mal de points importants quand même hein, autour des hormones. L'idée, c'était de présenter les hormones dans la globalité, comprendre de quoi il s'agit, avant de rentrer dans des thématiques un peu plus spécifiques. Donc, on a compris qu'il y avait vraiment une diversité d'hormones hein, et qu'elles ne concernent pas seulement la sexualité. Et donc, elles touchent vraiment beaucoup d'organes hein, dans le corps humain, qu'elles ont une place assez importante également. Et puis, on a également pu mieux comprendre le rôle des hormones chez l'embryon. Donc, en fait, même avant la naissance, hein, les hormones entrent déjà en jeu, notamment sur tout ce qui est différenciation des sexes. Et puis, en seconde partie, le docteur Audrey Zabulon donc, a présenté certaines maladies, certaines pathologies qui sont liées aux hormones, et puis quelques traitements qui peuvent être mis à disposition des personnes justement touchées hein, par ces problématiques-là. Donc, vraiment, on a pu se rendre compte que les hormones, même sur ce type de pathologie, peuvent engendrer des conséquences par rapport aux déséquilibres hormonaux et que ça peut effectivement toucher au désir et puis aussi à l'excitation sexuelle notamment. Même si c'est vrai que c'est un champ qu'on va aborder beaucoup plus en profondeur vendredi prochain. Ce sera donc notre dernier webinaire le 19 novembre sous la thématique désir, plaisir et relations. Donc, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir vraiment en détail avec nos prochains intervenants, Ida Marie Mandala, qui est sexologue mais aussi coordinatrice de formation à l'association. Et puis, elle sera accompagnée du docteur Thierry Almond, qui est épidémiologiste, sexologue, mais aussi qui est responsable de l'unité d'oncosexologie au CHU. Donc, on aura
ces deux intervenants pour le dernier webinaire de vendredi prochain. Alors aujourd'hui, on est sur une autre thématique, hein, toujours dans le cadre des hormones, effectivement. Les enjeux hormonaux selon les cycles de la vie, avec deux intervenants, M. Alain Appin et puis M. Alain Honoré, qui, si je ne me trompe pas, ne nous a pas encore rejoint, mais qui ne devrait pas tarder. Est-ce que M. Appin peut maintenant se présenter par rapport aux petits problèmes techniques qu'on a eus? Alors, il faudrait activer le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci, monsieur. Oui, très bien. Voilà. Je vois que vous avez déjà un certain nombre de participants. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, je me présente, je suis Alain Appin, je suis psychothérapeute. Je suis psychothérapeute d'orientation humaniste et je suis également formé aux approches cognitives et comportementales. Et c'est d'ailleurs sur le plan comportemental que je vais parler des hormones ce soir. Alors, ce que je vais dire, c'est que quelles que soient les émotions que nous ressentons, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, la peur, celles-ci résultent toujours d'un très subtil équilibre de substances diverses dans diverses parties de notre cerveau. Vous m'entendez toujours bien, ça va? D'accord. Alors, on va prendre un exemple pour un petit peu expliquer les choses. C'est par exemple là aujourd'hui la proximité des fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, et nous voulons tous sortir de la morosité des confinements successifs que nous avons subis. Et pour cela, notre cerveau met en place un certain nombre de substances appelées médiateurs chimiques qui sont responsables du plaisir. Et stimulés par cette perspective de plaisir que sont les fêtes prochaines, ces fêtes qui se rapprochent, alors nous mettons automatiquement en place ce que l'on appelle notre système de récompense. Et à ce moment-là, nous libérons de la dopamine. La dopamine, c'est une substance chimique du cerveau. C'est un messager chimique qui active nos neurones spécialisés à ce moment-là dans la perception du plaisir. Et ce qui se passe, c'est que nous allons anticiper les sensations positives que nous avons déjà ressenties lors des fêtes de fin d'année précédentes. Et à l'attente des fêtes de fin d'année, l'attente va se transformer en un désir qui sera lié au plaisir. Alors, on a compris, ce sont les hormones. Les hormones stimulent en effet certaines régions de notre cerveau qui sont, dans ce cas-là, impliquées dans ce qu'est la sociabilité, le ressenti émotionnel, la convivialité, etc. Alors, nous allons voir un petit peu que le rôle des hormones, car il y en a beaucoup, hein. Il y a la sérotonine, la dopamine, les endorphines, la testostérone, et j'en passe. Donc, en résumé, une hormone est une molécule qui permet de transmettre des messages chimiques dans l'organisme et qui est capable d'agir même à faible dose. Elle est sécrétée par une des glandes du système endocrinien à la suite d'une stimulation et est libérée dans l'organisme essentiellement par la circulation sanguine. Je prends un second exemple. Si par exemple je me mets en colère, je vais non seulement communiquer cette émotion par de la mimique, par l'intonation de ma voix, par des gestes, mais simultanément, mon cœur va se mettre à battre plus vite, ma respiration va s'accélérer et un afflux de sang va envahir tout mon corps, notamment le visage.
Alors, ces modifications qui affectent aussi bien l'appareil vasculaire, cardiovasculaire, résultent de l'action combinée du système nerveux autonome et des glandes endocrines. La vie étant une émotion, on peut facilement réaliser combien et à quel point notre système hormonal est sollicité. On sait aussi à quel point son dérèglement peut nous affecter, je pense particulièrement aux femmes, à certains moments de leur vie. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment de l'effet des hormones? Et c'est là la question. À croire certains discours, les hormones seraient ce qui pilote aussi bien nos humeurs, nos relations sociales, nos amours, nos conflits, etc. Et d'ailleurs, il y a deux hormones qui en ce moment tiennent la vedette, hein, c'est l'ocytocine et la testostérone. Voilà donc ce que je voulais dire en présentation. Les hormones sont un élément essentiel de la régulation de notre organisme. Et depuis notre naissance, depuis la vie intra-utérine, celle-ci commence et participe je dirais, au fonctionnement des organes, à l'évolution. Les enfants vont avoir des hormones de croissance. Ensuite, il va y avoir la puberté, la sexualité, l'âge adulte, la procréation, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire, juste pour dire deux mots, pour parler deux mots des hormones. Donc, alors, je sais que le thème, c'est les hormones dans les cycles de la vie, mais je vais commencer par m'intéresser un peu plus, je dirais, à l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe du point de vue hormonal dans la vie de l'enfant. Je le disais, le cerveau est en train de se former, de grandir. Et dans ces temps-là, notamment, durant les 5 premières années de la vie, on va dire que l'enfant, il est malléable, il est fragile, il est extrêmement immature. L'enfant de moins de 5 ans n'a aucun contrôle sur ses émotions. Il perçoit en quelque sorte sans filtre. Son cerveau n'est pas régulé. Il est donc incapable de prendre du recul et d'analyser ce qu'il ressent entre des peurs incontrôlées et, par exemple, on voit beaucoup d'enfants qui ont du mal à gérer leurs frustrations, à gérer en quelque sorte leurs émotions. Donc, il est incapable de se réguler, il est incapable de prendre du recul et d'analyser ce qu'il ressent entre ses peurs incontrôlées, ses grosses angoisses, ses crises de colère et ses grands chagrins. L'enfant est donc également incapable de s'apaiser tout seul. S'il est laissé avec ses émotions négatives, des molécules de stress, comme par exemple le cortisol, sera sécrété et ces molécules vont être nocives pour le développement du cerveau. C'est là précisément que l'entourage de l'enfant est extrêmement important, puisque c'est celui-ci qui influe le développement de l'enfant. 3 qualités importantes de l'entourage seront d'être empathique, d'aider l'enfant à exprimer ses émotions sans jugement, savoir l'apaiser, et ce comportement va, à ce moment-là, générer l'hormone, celle qu'on appelle de l'amour, c'est-à-dire celle qui est nommée l'ocytocine. Je disais que la vie est émotion, et donc savoir gérer ces émotions, c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire pour l'humain. Et c'est fondamental, c'est vraiment fondamental que nous soyons en capacité de nous contrôler. Mais quand on est jeune, on le voit, ça n'est pas si facile. Le cerveau ne parvient en fait à sa maturité totale, si je puis dire, qu'aux environs de 25 ans. C'est à partir de ce moment-là que le jeune adulte est supposé être capable de prendre du recul, le recul nécessaire sur ses émotions afin de les contrôler.
Alors, je le disais tout à l'heure, certaines personnes pensent que, je dirais même certains courants de pensée pensent que ce sont les hormones qui sont responsables de tout ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire que si j'ai un trop fort taux de testostérone, je vais battre quelqu'un parce que, en fait, je n'arrive pas en fait, à contrôler ces hormones. Non. C'est-à-dire que les hormones sont des réactions, je le répète, des réactions chimiques qui sont liées à une situation, qui sont liées à un stress, par exemple. Donc, il y a au départ notre façon de vivre les événements de la vie, et c'est ce qui va amener peut-être une surproduction ou une insuffisance de production d'hormones. Voilà. Donc, je voudrais bien entendu insister sur l'importance des hormones, mais je crois nécessaire également d'attirer l'attention sur le fait que les hormones ne sont pas responsables de nous. Voilà ce que je voudrais dire pour commencer. Si vous avez déjà des questions, je suis prêt à y répondre. Alors, Monsieur Appin, déjà merci pour cette première, on va dire, entrée en matière. Alors, on a déjà une question, c'est le fait de bercer un bébé pour l'apaiser, a-t-il quelque chose à voir avec les hormones? Eh bien, lorsqu'on berce l'enfant pour l'apaiser, effectivement, cela va favoriser la sécrétion de cette fameuse hormone qui est celle de l'attachement et qui est l'ocytocine. Voilà. Et donc, l'enfant va ressentir, grâce à cette hormone, l'enfant va ressentir du bien-être, n'est-ce pas? Et donc, c'est vrai que le comportement des parents génère chez l'enfant la production de cette hormone. Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Je suppose que ça viendra au fur et à mesure. Oui. Ce que je voulais préciser, c'est que, comme je disais au début, on avait normalement un deuxième intervenant qui est Monsieur Alain Honoré, qui est magnéticien et qui a été retenu au travail par un événement heureux, mais qui n'était pas forcément facile d'anticiper puisqu'il est en plein accouchement actuellement. Donc, il se pourrait qu'il ne puisse pas nous rejoindre ou alors vraiment plutôt en fin d'intervention. Je tenais quand même à le dire à tous nos participants et participantes, et puis bien sûr à vous aussi, Monsieur Appin, puisque vous avez préparé cet atelier ensemble. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va alors, je suis pour l'interactivité, donc je ne voudrais pas faire, je dirais, de cours ex cathedra sur les hormones, mais je prendrai beaucoup plaisir à répondre aux questions qui, j'espère, seront nombreuses sur la question des hormones. D'accord, très bien. Alors, effectivement, on va essayer de favoriser l'échange, l'interactivité. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, quel que soit le moment. Le mode. Et puis, le mode, à l'oral ou à l'écrit. Alors, j'ai vu apparaître une question, mais malheureusement, elle s'est rapidement effacée de l'écran. Alors, est-ce que c'est... Moi, j'ai vu une question, c'était « C'est quoi l'hormone qui rend triste ou gai ?» Ah, d'accord. Alors, vous savez, il y a toute une déclinaison d'hormones. Je ne crois pas qu'on pourra les avoir, les passer tout en revue. Alors, j'avais préparé une petite liste pour vous. Donc, alors, il y a par exemple la sérotonine qui est considérée comme l'hormone de la bonne humeur. Il y a la dopamine
qui est considérée comme étant l'hormone du plaisir. Vous avez les endorphines, qui sont aussi des hormones du bonheur. Vous avez l'ocytocine, qui est, comme je le disais tout à l'heure, une de nos hormones vedettes actuellement. C'est celle de la tendresse, c'est celle de l'amour, c'est celle du rapprochement. Alors, vous avez aussi l'hormone, ce qui est considéré comme étant celle du stress, c'est l'hormone appelée le cortisol. Et l'adrénaline, nous en sécrétons pour pouvoir faire face à des situations, c'est ce qui nous met en posture de fuir ou de se défendre. Voyez-vous. Mais j'en passe beaucoup, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, par exemple, on a vu, j'ai donné l'exemple de la colère. Quand on est en colère, c'est l'adrénaline que nous allons sécréter. Parce que la colère va nous mettre dans une posture d'être un peu guerrier face à une situation. Mais je retiens, je demande aux participants de retenir une chose, c'est que nous avons une situation qui se présente, il y a surtout la manière dont nous allons la vivre, et c'est cette manière dont nous allons la vivre qui va faire qu'on va déclencher telle ou telle sécrétion d'hormones. C'est-à-dire que nous ne vivons pas les choses de la même manière, étant donné que nous ne percevons pas, nous ne ressentons pas et nous ne pensons pas de la même manière. Donc, il est évident que chacun, si je puis dire, va faire son stress pour son propre compte. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, je pense que, en tout cas, pour nous, de notre côté, oui. Bien sûr, les participants peuvent compléter ou apporter, poser d'autres questions hein, aussi. Alors, il y en a, je voulais vous demander si, monsieur Appel, est-ce que ce serait possible de peut-être relever légèrement votre caméra? Oui, oui, c'est une caméra que j'ai dû mettre de fortune parce que celle de mon ordinateur ne fonctionnait pas. Vous me voyez mieux là? Oui, c'est déjà mieux, merci beaucoup. Attends, je vais essayer de régler au mieux. Voilà. Très bien, merci. Voilà, oui, d'accord. Alors, c'est vrai qu'on a eu quelques questions aussi entre-temps. J'ai vu le fait qu'une fillette de 7 ans a vu ses règles avant l'âge. Est-ce un problème hormonal? Étant donné que les règles, ça vient justement des ovaires, et les ovaires, ben oui, ce sont elles qui fabriquent un certain nombre comment dirais-je, d'hormones comme les estrogènes, etc. Donc, c'est certain qu'il y a un dérèglement hormonal et je pense qu'il est important que les parents puissent voir des spécialistes dans ce domaine. Ce sont quand même des phénomènes qu'on ne rencontre pas tous les jours, mais qui ne sont quand même pas si rares que ça. Hein. Il y a des enfants qui sont, comment dirais-je, réglés de façon très, très prématurée. Donc, je pense qu'il faut quand même se rapprocher d'un spécialiste pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes derrière ça, bien sûr. Là, c'est moins mon domaine, hein, mais je sais que, voilà, qu'il faut dans ces cas-là avoir un spécialiste. Alors oui, je suppose que de toute façon, monsieur Appin, vous répondez avec vos connaissances. Hein, vous n'êtes pas bien sûr. un secteur purement médical, mais oui, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un dérèglement hormonal, puisqu'en général, les règles apparaissent autour des 9 ans pour les premières règles, et puis même un peu plus tard en général. Absolument, oui. Disons en règle générale, oui, bien sûr. C'est ça. Alors, si un enfant est privé de ces relations de tendresse qui développeront le bonheur, quel impact sur son développement futur? Cela peut-il se réparer, entre guillemets? Alors, je vais partir d'une expérience qui a été menée pendant la Seconde Guerre mondiale. Des infirmières qui avaient en charge des pouponnières avec des enfants juifs avaient pour consigne de s'occuper des enfants, mais simplement de faire la toilette des enfants, de les nourrir, mais sans qu'il y ait de gestes affectueux vis-à-vis de ces enfants-là.
Hein, vous savez, les Allemands, ils ont fait beaucoup d'expériences à l'époque. Et ce qui en résultait, c'est que beaucoup de ces enfants décédaient. Alors, il faut entendre par là qu'un enfant, quand il est tout petit, il a besoin évidemment de nourriture, hein, pour son organisme. Il a besoin de contact. Il a besoin de toucher. Il a besoin de sentir la présence de sa mère. Il a besoin de sentir de façon tactile, mais il a aussi besoin de l'odeur. Il a besoin de tous ces éléments-là qui sont ce qu'on appellera sa nourriture psychologique. Donc, un enfant qui se trouve sans ces attentions-là est un enfant qui est dans un état de privation affective. Alors, la deuxième partie de la question, ça concerne ce qu'il en adviendra de l'enfant. Il est bien entendu que si l'enfant bénéficie par la suite d'une prise en charge et qu'il est suffisamment entouré, si on peut évidemment rattraper pas mal. Mais c'est vrai que ça peut laisser quelques petites séquelles, puisque beaucoup de choses se déterminent très tôt dans la vie. N'oublions pas que le premier lien, lorsque nous arrivons dans la vie, le premier lien social que nous avons, le premier lien affectif que nous avons, c'est celui avec notre mère. Donc, on peut bien comprendre que l'enfant se trouve d'emblée en arrivant dans la vie privé de ce lien, de ce contact aussi essentiel. Voyez-vous? Mais, comme je le disais, on peut toutefois se rattraper. Mais ça peut plus ou moins laisser un certain nombre de traces au niveau des schémas qui vont s'installer chez l'enfant en termes de relation à l'autre. Essayez d'imaginer la personne qui vous met au monde et qui est dans l'incapacité, pour des raisons, certaines raisons, de s'occuper de vous. Alors, s'il y a un substitut, bien sûr, ça se rattrape. Mais si l'enfant est livré à ça pendant longtemps, oui, on peut bien imaginer que ça fait beaucoup de dégâts. Alors, on a eu encore une autre question. Oui. Quelle est la part d'hérédité dans les comportements influencés par les hormones? Alors, vous pouvez reprendre la question, je n'ai pas bien entendu. Oui, quelle est la part d'hérédité dans les comportements influencés par les hormones? On parle peut-être de génétique. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse certaine sur cette question. Moi, je suis plutôt, comment dirais-je, de ceux qui pensent que il y a évidemment la part de l'hérédité, mais il y a surtout, je dirais, la manière dont l'environnement va façonner, l'environnement familial, l'environnement affectif va façonner l'enfant. Je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas, ça n'est pas démontré, en tout cas, il n'y a pas de consensus scientifique qui prouve qu'il y a une part d'hérédité dans le comportement d'un enfant. Je pense que c'est le milieu qui va façonner le comportement. Il y a un certain nombre de caractères innés, bien sûr. Hein. Il y a la race, il y a le sexe, il y a tous ces éléments-là. Il y a qui vont être ce qu'on appelle des choses innées, mais tout ce qui est attitude, comportement dans la vie, c'est très souvent déterminé par le milieu. Par le milieu, l'ère sociale, l'ère familiale, l'ère culturelle. Merci, Monsieur Appin. Alors, j'ai vu qu'il y a eu quelques questions encore. Alors, avant de prendre l'avant-dernière, j'ai vu
et pour les enfants élevés avec leur père, et je voulais rebondir en même temps sur, et pour les enfants qui n'ont peut-être aussi pas été élevés qui ont été peut-être orphelins, en fait, dans quoi ils vont puiser finalement, puisqu'ils n'ont pas eu cette relation de tendresse, ils n'ont pas eu forcément ce lien familial très fort pour bien se développer, pour bien évoluer. Dans quoi ils vont puiser, comment ils vont faire en fait pour se construire au fil du temps sans justement ces premières bases finalement très importantes. Ben, écoutez, à partir du moment où il y a, je dirais, des parents de substitution, donc des parents qui sont remplaçants, on va dire que l'enfant sera peut-être beaucoup plus résilient sur ce manque de base qu'il a eu avec ses parents. Mais s'il se trouve être livré à lui-même et qu'il vit dans la rue, il est évident qu'il n'aura pas je dirais, cet équilibre affectif. Parce que c'est à travers le lien que se construit notre équilibre affectif. Donc, c'est vrai qu'il arrive que des enfants n'aient pas, si vous voulez, de parents, parce que, bon, soit qu'il y a eu des décès, etc. Il y a toutes sortes de raisons, d'ailleurs. Et ces enfants-là, bon, ça va vraiment dépendre je dirais, des conditions qui vont leur être offertes pour pouvoir qu'il y ait une substitution, qu'il y ait une substitution. Mais si l'enfant est totalement livré à lui-même, c'est clair que ça va être compliqué pour lui de se construire, de s'édifier socialement de façon normale, c'est clair. N'oublions pas que l'amour est une des conditions de notre équilibre affectif et psychologique, de notre développement, ce qu'on appelle notre développement psychosocial. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont incontournables pour qu'il y ait, je dirais, un avenir convenable. Étant donné que les hormones font partie de nous, comment saura-t-on qu'on en a trop ou trop peu? C'est une autre question qui a été posée. Alors, comment saura ça, si vous voulez je crois que c'est au travers d'une observation de soi, c'est-à-dire que automatiquement, s'il y a un manque d'hormones, ou s'il y a trop d'hormones, il va y avoir des incidences sur la manière de se sentir, sur la santé. Par exemple, vous avez l'hyperthyroïdie, vous avez un certain nombre de choses qui vont se manifester, qui vont se manifester sur le plan médical. Et donc, à partir de là, la personne sera amenée à faire des examens qui vont confirmer qu'il y a bien un dérèglement, soit un manque ou soit qu'il y a un excès. Mais là, c'est un acte médical. Alors, je vois qu'il y avait une question, une personne qui naît avec deux sexes. Oui, alors là, j'avoue mon impuissance à pouvoir répondre à cette question. Je pense que c'est quelque chose qui est assez complexe, mais il doit y avoir des personnes plus je dirais, plus informées que moi pour pouvoir répondre à cette question. Mais c'est une question qui est intéressante. Oui. Est-ce que les sociopathes ont des problèmes hormonaux? Alors, il y a un certain nombre d'études qui tendent qui tendent un petit peu vers cette thèse qu'il y a des dérèglements hormonaux chez eux, mais si vous voulez, on n'a pas, si vous voulez, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de consensus scientifique sur ces questions-là. Je prends par exemple le cas de l'hormone qui s'appelle la testostérone. On a longtemps cru que l'hormone de la virilité, c'est la testostérone. On en parle énormément, mais jusqu'à nos jours, il n'y a rien qui prouve qu'un gros taux de testostérone va rendre un individu plus viril qu'un autre. Là, il y a des expériences qui ont été menées avec des groupes d'individus. On a
on a pu mesurer leur taux de testostérone et il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas d'éléments qui permettent aujourd'hui de dire, voilà, c'est parce que j'ai trop d'hormones que je suis violent, que j'ai trop d'hormones, que je suis sociopathe, etc. Non. Elles ont un rôle certain, c'est-à-dire que je pense que tout part, je le disais tout à l'heure, de la manière dont on vit les choses. Voyez-vous ? La manière dont on vit les choses. On a fait des tests, par exemple, sur des gens par exemple, des footballeurs qui sortent d'un match qu'ils ont gagné, etc. Quand ils vont sortir du stade, on va voir qu'ils ont un taux de testostérone très élevé. Par contre, les joueurs et même les supporters de l'équipe adverse vont avoir un taux de testostérone beaucoup plus bas. Alors, je pense que M. Appel, ce que vous dites, ça rejoint en même temps, on va dire, votre introduction, hein, lorsque vous expliquiez qu'on ne peut pas tout définir forcément par rapport aux hormones, entre guillemets, on ne peut pas tout mettre sur leur dos. Donc, les hormones ne sont pas forcément responsables de toutes nos attitudes. Non, ça serait simple. Imaginez-vous que je rencontre quelqu'un, cette personne m'énerve, je lui porte un coup et au tribunal, je dis au juge, oui, ce n'est pas de ma faute, ce sont mes hormones, j'avais un trop fort taux de testostérone, c'est pourquoi je l'ai frappé. Donc à ce moment-là, les hormones expliqueraient tous nos comportements. Mais c'est vrai, oui. C'est vrai, il y a, si vous voulez, il y a toute une fantasmatique autour des hormones. Vous, les femmes, par exemple, lorsque vous êtes arrivées un petit peu énervées, tendues au travail, on dira bien c'est celle-là, c'est parce qu'elle a ses règles aujourd'hui, par exemple. Effectivement, c'est une remarque qu'on a assez souvent, hein. Voilà. Femmes, même au niveau, j'ai envie de dire privé, hein, familial, des fois on peut mal se réveiller et puis tout de suite, c'est parce qu'on a nos règles, quoi. Voilà, tout à fait. Donc ce sont des raccourcis. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, voyez-vous. Alors, on a parlé, c'est vrai, on était plus sur la partie de l'enfance, puisque vous essayez d'expliquer au fur et à mesure, comme on l'a dit dans le titre, hein, selon les cycles de la vie. Alors, on a une question qui peut-être pourra nous permettre de faire la transition vers plutôt l'adolescence. Les perturbations hormonales à l'adolescence provoquent des comportements en dents de scie. À quel moment le parent doit-il s'inquiéter? Mais écoutez, si par exemple, il y a des comportements excessifs, et là encore, je ne vais pas tout mettre sur le compte des hormones, parce qu'on sait que l'adolescence est quand même une étape extrêmement importante dans la vie. C'est une étape compliquée et certains scientifiques disent même que l'adolescence, c'est comme une sorte de pathologie et on va le voir aussi pour l'amour, hein, l'état amoureux est considéré comme une sorte de pathologie. Je dirais que c'est compliqué pour un individu qui sort de l'enfance, qui n'est plus tout à fait un gamin et puis qui n'est pas encore un adulte, qui est en face d'un certain nombre de bouleversements physiques, hein, parce qu'il y a son corps qui se transforme. Il y a évidemment toutes ces hormones de croissance qui vont agir. Il y a, par exemple, le début de l'attrait sexuel, l'intérêt pour l'autre sexe, etc. Donc, l'enfant, il est un peu perdu dans cet univers. Et donc, la manière dont il va aborder cette adolescence va beaucoup déterminer ses comportements. Mais on ne peut pas, là non plus, mettre ces excès sur
des règlements hormonaux. Certes, il y en a, puisqu'il y a plein de transformations qui se font dans le corps, mais de là à dire, tiens, voilà, il a un trop fort taux de testostérone ou un trop fort taux d'endorphine ou autre, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de traitement pour ça. Il n'y a pas de traitement comme ça. Donc, je pense que l'adolescence, c'est une période qui est très compliquée. Et donc, psychologiquement, c'est difficile quand on est ado. N'oubliez pas qu'on est entre deux. Hein. Il y a l'enfance, voilà, on sent qu'on grandit, on est encore traité par les parents comme des enfants, on a l'impression qu'on est grand, en fait, on est perdu, et c'est normal. C'est normal avec ces bouleversements psychologiques qu'il y a derrière, qu'il puisse y avoir chez certains enfants. Oui, ces problèmes-là, ces difficultés, etc. Il y a le milieu, il y a l'école, il y a les amis, il y a tout ça qui influence, parce qu'on commence un peu à se poser un certain nombre de questions sur soi, des questions qu'on ne se posait pas avant. C'est l'âge où apparaît, par exemple, les complexes, on se trouve trop gros, trop petit, etc. On est fragile pendant cette période-là. La montée d'hormones peut provoquer de l'acné, etc. On sait que c'est vraiment dans cette période-là que plein de choses se passent, c'est l'installation de complexes, etc. Donc, les hormones jouent, je dirais, de façon silencieuse au niveau biologique, mais il y a aussi le tempérament, le caractère de l'être. Alors, finalement, c'est aussi une façon de se rappeler que ce qui nous définit, notamment, c'est notre personnalité. Hein. Donc, même si on est tous sous l'emprise d'hormones, il y a plus que d'autres, on a tous notre personnalité, notre caractère qui peut être plus ou moins fort. Hein. Donc, bien sûr. Si vous voulez, un individu, que ce soit un adulte ou un jeune, il est le produit d'une somme d'expériences qu'il a vécues, de ce qu'il a influencé et ce qui va développer, je dirais, sa vision de lui-même et sa vision de la vie, sa vision du monde. Nous avons un cerveau qui est extrêmement développé. Le cerveau, au cours de l'évolution, il a subi des transformations et il s'est notamment, comment dirais-je, il s'est massifié dans la boîte crânienne. Et la boîte crânienne étant évidemment limitée, le cerveau a dû se développer, il a dû se plisser dans notre crâne. Et peu de gens le savent, mais si on développe un cerveau avec toute sa, je dirais, dans toute son ampleur, ça va faire pratiquement 2 mètres carrés, hein, c'est impressionnant. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de choses extrêmement complexes qui peuvent se passer au niveau du comportement, de la prise de décision, etc., parce que nous avons ce qu'on appelle la conscience. Ça à faire, n'est-ce pas? La conscience qui, parfois, nous fait faire des choses, ou même l'inconscient, des choses qu'on n'arrive pas toujours à contrôler. Justement, je pense que ce webinaire-là, c'est l'occasion de mettre l'accent justement sur ce manque de contrôle qu'on a parfois, hein, en d'hormones, en effervescence, n'est-ce pas? Donc, on avait justement une question par rapport à la sexualité, parce que ce que vous expliquiez, cette période de l'adolescence qui est très mouvementée, on parle de crise de l'adolescence, ça nous faisait un peu penser en même temps au cadre de la sexualité, où on dit que les jeunes qui ont envie, vous parlez d'attrait sexuel, c'est ça? Oui, bien sûr. Qui ont envie de découvrir l'autre et de se découvrir eux-mêmes. Oui, bien sûr. C'est une période particulièrement, j'ai envie de dire, inédite
Parce que même si la sexualité, elle se découvre au fil des années sous différentes formes, à l'adolescence, pardon, c'est quand même assez particulier. Et on avait une question justement, est-ce que les garçons sont plus portés sur le sexe que les filles à cause de la testostérone? Oui, oui. Alors, dans mon expérience, je dirais que euh, euh, dans notre culture, nous avons eu, moi je me rappelle quand j'étais jeune, les jeunes filles étaient plus brimées que les jeunes gens. Mais quand on allait dans les cours de récréation, les discussions entre filles sur la sexualité n'étaient pas, je dirais, n'étaient pas absentes. Mais il y avait une sorte de répression, hein, on était réprimés, on ne parlait pas de ces choses-là, et c'était beaucoup plus toléré chez les garçons. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce d'empreinte culturelle qui donne un petit peu la primauté aux garçons par rapport aux filles. Mais en fait, aujourd'hui, je crois que les filles, elles ont compris ça, elles s'expriment, elles revendiquent leur corps, et en ce sens, elles ne sont pas différentes des garçons. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liberté pour pouvoir s'exprimer, dire des choses. Il y a l'aide des médias, il y a l'aide des réseaux sociaux, entre autres. Et donc, les filles vont s'exprimer plus. Mais elles ont les mêmes ressentis que les garçons. Aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, les filles revendiquent très ouvertement que leur corps leur appartient. Donc, elles peuvent avoir des désirs autant que les garçons. Voyez-vous? Donc, c'est surtout quelque chose qui est une réaction par rapport au milieu. Nous étions dans un milieu auparavant qui était très prude, très exigeant. Et il ne fallait pas parler de ces choses-là parce que ce n'était pas socialement admis. Mais un garçon qui ressent l'attrait pour une fille, c'était peut-être admis, mais à l'époque, ça n'était pas. Les filles ne s'autorisaient pas à dire ces choses-là. C'était presque un péché de dire ces choses-là. Mais elles ont toujours été sexuées, elles ont toujours, ressenti du désir. Alors, chez le garçon, c'était plus manifeste, hein, parce que, mais oui, c'était pas brimé comme pour les filles. Mais elles sont exactement pareilles. Il y a une question d'éducation, une question de milieu qui intervient beaucoup dans l'approche de la sexualité. Mais c'est vrai que les garçons vont montrer plus facilement ce désir. Physiologiquement, ils sont constitués d'une façon différente. Hein. Les garçons, ils ont des testicules. Hein. C'est dans les testicules que se sécrète la testostérone, n'est-ce pas? Les estrogènes, c'est au niveau des ovaires des filles. Mais le garçon peut être pris de désirs très forts, très manifestes. Et donc, ben oui, il va plus facilement exprimer ces choses-là. Mais il n'y a pas de différence notable autour de la question du désir. Et d'ailleurs, je rencontre des jeunes qui sont garçons ou filles qui sont dans cette curiosité, mais qui sont encore assez mal à l'aise par la question de la sexualité, parce qu'il y a une question de savoir comment on va faire, est-ce qu'on va être à la hauteur, etc. Et j'observe depuis quelques années que ça ne concerne pas seulement les adolescents, il y a aussi des préadolescents. Vous avez des enfants de 8-9 ans qui, à l'insu de leurs parents, vont aller faire des recherches sur le PC, vont aller se traîner sur certains sites parce qu'il y a déjà cette curiosité qui les habite. Vous parlez justement du poids de l'éducation, hein, et de comment la sexualité peut être vécue, qu'on soit une fille, qu'on soit un garçon, peut-être même qu'on se sente ni l'un ni l'autre. Hein. Bon, maintenant, il y a
il y a beaucoup de termes qui existent justement pour exprimer le fait qu'on n'est pas obligé de choisir une case, hein, une catégorie de genre. Est-ce que, enfin, nous qui intervenons auprès de divers publics avec Suicida Martinique, et notamment les interventions en milieu scolaire, quelle approche vous pensez qu'on devrait avoir justement auprès des jeunes particulièrement à l'adolescence qui justement se cherchent encore, parler de sites, on peut dire, pour certaines pornographiques. Oui. Comment il faudrait justement ajuster notre discours et nos méthodes d'intervention pour que ce soit vraiment adapté à ce contexte-là? Alors, je dirais que c'est, vous savez, quand on parle de sexualité avec les jeunes, la première condition sine qua non, c'est déjà être à l'aise avec la sienne. Et c'est ce qui va favoriser l'ouverture parce que les jeunes ont beaucoup de choses à dire, mais ils ont besoin d'un milieu qui soit suffisamment sécure pour pouvoir s'exprimer. Parce que vous avez des jeunes, aussi bien des jeunes gens, j'ai des jeunes gens, des jeunes filles qui viennent me voir et qui m'avouent, voilà, je suis peut-être justement dans la peau d'un garçon, mais finalement, je sens que je suis une fille, ou vice-versa. Je suis une fille, mais je sens que j'ai tout d'un garçon, j'ai envie de changer de sexe, je ne pourrais pas parler de ça à mes parents, etc. J'ai envie de me suicider. Il y en a qui vivent de véritables drames par rapport à ça. Je me rappelle d'un jeune homme qui se sentait attiré par un autre jeune homme et il me disait, mais il ne faut surtout pas que j'exprime ça, il ne faut surtout pas que je devienne homosexuel parce que mes parents sont déçus, ils ne me supporteront plus, je ne pourrai plus regarder en face, etc. Je ne veux pas être homosexuel. Et quand je reçois le père me dit, vous savez, ce qui me rassure, c'est qu'il ne veut pas devenir homosexuel. Or, il est clair que l'enfant, c'était très marqué qu'il était attiré par les garçons. Donc, si vous voulez, il y a le discours que l'on peut avoir, il y a l'ouverture que l'on peut manifester qui va leur permettre de dire des choses. Parce que les enfants, ils observent les adultes. Ils connaissent les points de vue des adultes sur certaines pratiques. Il y a souvent des paroles malheureuses. Et nous sommes ici, en Martinique, dans une société où il n'y a pas encore une véritable tolérance vis-à-vis de ces choses-là. Mais je crois que si on pouvait en parler, en allant vers les jeunes, ça éviterait beaucoup de drames. Les choses ont déjà un petit peu bougé quand même. Les choses ont un petit peu bougé. Avec l'information, avec les médias, donc certains parents sont arrivés à s'ouvrir, à prendre du recul et à pouvoir se dire, bon, voilà, c'est avant tout mon enfant et je veux que mon enfant soit heureux, quelle que soit son orientation sexuelle. Mais je crois que le gros problème pour certains jeunes, c'est de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir faire confiance à l'adulte. Alors moi, c'est vrai que il y a quand même quelque chose qui m'a marqué dans l'exemple que vous venez d'exposer. Oui. Ça fera peut-être le lien avec une question qui a été posée il y a quelques minutes, mais est-ce qu'on pourrait dire que finalement, l'adolescence, qu'est-ce qui se joue? Est-ce que ce sont des enjeux qui sont plus longs lorsque c'est la période de l'adolescence que peut-être une autre période de la vie? Et au niveau notamment de l'identité, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on peut en penser? Parce que lorsque vous recevez ce jeune qui vous exprime son attirance peut-être romantique ou peut-être sexuelle, je ne sais pas, vers un autre homme, et Oui. que plus tard, le parent vous dit qu'il se sent rassuré parce que justement, son enfant ne veut pas devenir homosexuel et
est-ce que plutôt le parent ne devrait pas se sentir inquiet? Enfin, en tout cas, moi, le fait de dire je me sens rassuré parce qu'il ne veut pas être quelque part, c'est qu'il refoule quelque chose. Donc, ce n'est pas si positif que ça n'y paraît, il me semble. Ah oui, bien entendu. C'est-à-dire que l'enfant, il est, comment dirais-je, dans le cas de ce garçon, il y avait une hantise à être rejeté par ses parents. Il y avait une hantise, si je puis dire, entre guillemets, de faire de la peine à ses parents. Donc, il y avait une pression qui était manifeste, la pression familiale. Et donc, c'est certain que ce jeune, j'ai su qu'il a vite fait de terminer ses études et il est parti. Peut-être que, bon. Non, il n'y a pas, si vous voulez, dans la relation parent-enfant, il n'y a pas que les enfants qui doivent se remettre en question, il y a aussi les parents qui doivent se remettre en question. Tout à fait. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont vécu ce qu'ils étaient, mais dans un refoulement, dans une dissimulation permanente. Est-ce que vous pouvez imaginer le vécu de ces personnes qui se sentent dans une, je dirais, dans une identité qu'ils ne peuvent pas exprimer? Alors, vous savez, dans l'adolescence aussi, il y a une phase de latence où effectivement, on ne sait pas, on s'est pas encore déterminé sur le plan sexuel. D'ailleurs, le phénomène, vous savez, alors ça peut faire bondir certains, mais le phénomène du meilleur copain ou de la meilleure amie, hein, vous savez, il y a deux filles qui sont très amies, qui font tout ensemble, etc. La psychanalyse considère cela comme étant une certaine forme d'homosexualité, mais qui n'est pas consumée, bien entendu. Ça se trouve que la personne avec laquelle on est le mieux, le plus à l'aise, on est un garçon, c'est un garçon, hein, mais il ne va pas y avoir pour autant de sexualité qui va se manifester entre eux. Mais inconsciemment, on est vers une forme je dirais, de sexualité, mais de sexualité qui n'est pas en tout cas, qui n'est pas consumée. Et puis après, ça se dissipe évidemment avec l'âge, mais il y a cette détermination sur le plan du choix du sexe qui peut durer assez longtemps dans l'adolescence. Justement, pour rester sur cette relation parent-enfant, on avait une question aussi. À quel âge les enfants peuvent être certains de ne pas être ce qu'ils sont pour devenir quelqu'un d'autre? Je pense à la transsexualité, c'est ce qui a été noté. Et puis ensuite, on a pensé aux parents qui n'ont pas eu à vivre cette situation. Et puis, peut-être qu'on pourrait justement faire le lien avec une autre question. Quels outils, enfin, comment on pourrait gérer ça? Bon, la personne qui le vit elle-même, et puis son entourage, et notamment les parents, comment ils peuvent accompagner le jeune ou l'enfant dans justement ce processus, dans ce parcours-là. Bien, alors, vous savez, dans la première partie de la question, vous me demandiez à partir de quel âge. Ça varie. J'ai en mémoire un homme qui me disait, un homme qui est aujourd'hui mûr, hein, il me disait, à 7 ans, je savais que j'étais homosexuel. À 7 ans, c'était clair pour moi que j'étais homosexuel. Mais je connaissais le discours de mes parents. Je savais que c'est quelque chose qu'ils n'accepteraient pas. Donc, je l'ai masqué. Oui, j'ai vécu des expériences en cachette. Et ce n'est qu'à l'âge de 22 ans que j'ai pu avoir le courage de les regarder dans les yeux et leur affirmer mon identité sexuelle. Donc, ça signifie que nos enfants nous écoutent. Nos enfants, ils savent, ils nous connaissent. Ils savent
ce que nous pensons sur la plupart des thèmes de la vie, sur les thèmes de l'éducation. Et c'est en fonction de ce qu'ils vont percevoir chez nous qu'ils vont pouvoir s'ouvrir. Mais si les enfants ont des parents qui d'emblée sont des personnes ouvertes, ça va être beaucoup plus facile pour eux de venir dire ben, « Papa, tu sais, je suis attiré par les filles ou encore je suis attiré par… Donc, si vous voulez, c'est une sorte d'éducation des parents qui va leur permettre d'accueillir leur enfant dans ce qu'ils sont vraiment. Parce que l'enfant, il est malheureux, hein, il est malheureux de ça. Il est malheureux de ne pas pouvoir dire. Il est malheureux de cacher cette réalité qu'il porte en lui. Il n'y a pas si longtemps encore, il vivait dans la honte. Alors aujourd'hui, évidemment, les choses, comme je dis, les choses ont évolué. Il y a plus d'ouverture. Il y a des parents qui sont encore fermés, qui vont être malheureux de savoir que leur enfant il est transsexuel ou il est homosexuel. Mais qui vont faire ce travail de pouvoir accepter leur enfant tel qu'il est, et puis il y a ceux qui sont encore complètement fermés. C'est une réalité. Donc, il y a aussi cette parentalité hein, qui, quand on met au monde un enfant, alors j'essaie de comprendre les parents aussi, parce que vous mettez un enfant au monde, vous imaginez ce qu'il va être quand il va être grand, qui va avoir des diplômes, qui va rencontrer une fille, donc, on voit une sorte d'autoroute. Et quand l'enfant vous annonce ça, évidemment, j'ai vu certains parents pour lesquels c'était un séisme. On ne peut pas leur demander non plus d'accepter ça d'emblée s'ils n'ont pas une approche. Mais quand on est vraiment parent, on doit être en capacité d'accepter, de guider notre enfant, d'accompagner notre enfant dans ce qu'il est. Donc, il y a une éducation des parents, à mon avis. Mais, je le dis, ça se fait petit à petit parce que les médias en parlent. Vous savez, les grandes révolutions se sont faites parfois de manière longue et silencieuse. Je pense que on a tendance aussi à projeter sur l'autre ce que soit peut-être on n'a pas eu, soit peut-être projeter la vision du bonheur qu'on a pour lui ou pour elle. Et à mon avis, c'est encore plus marqué lorsqu'on est parent, hein, donc envers son enfant. Et je pense que c'est aussi pour ça que les parents, parfois, le prennent aussi mal d'apprendre l'homosexualité ou la bisexualité, par exemple, de leur enfant, parce qu'ils s'imaginent peut-être que bon, ben, c'est synonyme de je n'aurai pas de petits-enfants, par exemple, ou c'est synonyme de on va devoir se cacher. Voilà, alors vous faites bien de soulever ces questions parce qu'effectivement, il y a le deuil de. Quoique aujourd'hui, les choses évoluent, hein, il y a le deuil, il y a tout ce qu'on avait projeté dans son enfant. Et puis, il y a aussi, et ça, vous venez de l'évoquer, il y a le Samun Gaidi. Hein, qu'est-ce qu'on va dire? Vous savez que chez nous, la peur de ce que l'autre va penser, c'est une véritable gangrène sociale. Et donc, là aussi, les parents seront dans la honte. Certains parents seront dans la honte par rapport à ça. Donc, je comprends le bouleversement que fait naître chez les parents cette annonce. Mais peut-être que si ils avaient suffisamment de proximité avec l'enfant et que cela permettait à l'enfant de dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il veut de manière assez précoce, que les parents peuvent s'y préparer. Mais quand vous apprenez à 18 ans ou à 20 ans que votre enfant il n'est pas du tout celui que vous imaginiez qu'il était sur le plan de son genre, c'est vrai que c'est un séisme pour les parents.
Alors, je pense que ce sujet-là peut soulever beaucoup de débats, d'interrogations, parfois même par rapport à nos propres expériences, notre propre vécu, notre rapport à la sexualité aussi. Oui, ça touche effectivement au rapport à la sexualité, bien sûr. Alors, je vais partager avec vous plutôt une remarque qui a été envoyée. À mon avis, trop de personnes pensent que l'on choisit son orientation sexuelle. Je pense plutôt que l'orientation sexuelle s'impose à nous. Par contre, c'est l'environnement social, familial, qui entraîne les confusions. Est-ce que vous en pensez? Non, mais cette personne est très bien avisée, elle a bien exprimé les choses. La sexualité, c'est quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est pas quelque chose que l'on décide. Elle se manifeste, elle est spontanée. Et pendant longtemps dans notre société, l'homosexualité a été considérée comme un vice. Et je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec notre histoire, notre statut de descendant de personnes qui ont été esclavisées. Il me semble que l'homosexualité, notamment, était considérée comme une maladie mentale jusqu'à il n'y a pas... Dans certaines sociétés, ça existe encore. Hein. Il y a beaucoup de répression dans certains pays vis-à-vis de l'homosexualité, qui est considérée comme étant contre nature, qui est considérée sur le plan de certaines religions comme un péché. Ça existe encore, hein, ça existe encore. Mais bon, oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. Et Dieu merci, heureusement, il y a petit à petit de l'ouverture qui se fait. Mais bon, chez nous, ça avance, mais ça avance quand même assez lentement. Mais bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que cette personne a dit. On ne choisit pas d'être homosexuel, on ne choisit pas d'être un homme ou une femme dans sa sexualité. C'est quelque chose qui s'impose, absolument. Justement, deux remarques qui rejoignent ce point de vue. L'homosexualité est encore punie de mort dans beaucoup de pays, hein, comme vous expliquiez. Et puis, peut-être aussi que certains parents ont dû combattre leur propre homosexualité et n'arrivent pas à permettre à leurs enfants de vivre la leur. On le voit dans certains films dans des pays dits développés. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est parce que ça peut être un pays peut être développé et puis il y a encore, je dirais, une ambiance encore, je dirais, un peu archaïque au niveau des mœurs et qui fait que ça ne va pas passer dans toutes les couches de la société. Mais je sais que quand même que ça n'est plus ce que c'était il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Parce que ça dérange. Vous savez, ce qui est différent, ça nous fait peur, ça nous dérange. Et il arrive aussi que, pour reprendre ce que vous disiez, que certains parents qui ont effectivement refoulé leur homosexualité obligent et peuvent être très, 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 très durs vis-à-vis de leurs enfants pour les convertir. Hein. Vous savez, il y a dans certaines religions, il y a ce qu'on appelle la thérapie de conversion, c'est-à-dire une personne qui est homosexuelle, on va lui faire vivre une sorte de thérapie spirituelle pour la faire redevenir, entre guillemets, normale. Ça existe aux États-Unis, ça existe aussi dans certains pays d'Europe. Mais là, derrière ça, il y a des croyances, il y a une forte imprégnation religieuse qui nourrit en tout cas ce besoin de tout casser au niveau de l'homosexualité. C'est vrai. Alors, je vois que notre débat a un petit peu évolué. Nous sommes partis des hormones et on est parti sur des questions qui touchent à la sexualité. Évidemment, la sexualité, il était prévu qu'on en parle. Hein, et
il nous faut aussi parler de l'amour, hein, l'amour qui est l'amour entre les êtres, hein, qui nous fait sécréter un certain nombre d'hormones. Voyez-vous, vous savez, quand l'autre vous dit, vous connaissez la chanson d'Édith Piaf qui dit si vous voyez la vie en rose, lorsqu'il vous prend dans ses bras et qu'il vous parle tout bas, c'est que sans doute votre cerveau vient de vous envoyer une bonne dose d'une hormone un peu compliquée à prononcer, c'est le phényléthylamine, n'est-ce pas? C'est une hormone qui provoque cette espèce d'alchimie, mais aussi cette, je dirais, cette chimie hormonale. Alors, le phényléthylamine, notre cerveau en fabrique lorsque nous sommes attirés physiquement par l'autre. Elle agit comme une amphétamine. On perd l'appétit, on perd le sommeil. Elle provoque l'euphorie, la bonne humeur, l'optimisme, l'hyperactivité, et elle enlève l'inhibition. En revanche, et ça, certaines personnes peuvent s'y reconnaître, on peut parallèlement être affligé d'une certaine forme de myopie. En effet, les défauts de l'autre sont miraculeusement floutés, on ne les voit pas. Et on les trouve même adorables. Alors, c'est une sorte de cécité dans l'amour qui peut durer quelques jours, voire quelques mois. Et ce phénomène étrange est également dû à une hormone. Mais c'est une hormone qui est en manque à ce moment, c'est-à-dire la sérotonine. Lorsqu'on tombe amoureux, la sérotonine baisse. Or, c'est l'hormone qui nous permet d'avoir un esprit critique. Vous avez déjà vu quand on tombe amoureux, je trouve qu'elle est superbe, elle trouve que je suis merveilleux, etc. On est dans une sorte d'euphorie qui fait qu'on ne voit pas, on voit l'autre, on fantasme l'autre, on hallucine l'autre en quelque sorte. Et là, c'est l'état amoureux, parce qu'il y a cette montée d'hormones. Mais on est amoureux, ça ne veut pas dire qu'on aime, parce que c'est un état, comme je le disais tout à l'heure, certains scientifiques le considèrent presque comme une sorte de pathologie, mais soyons quand même romantiques, c'est très bon, c'est très agréable d'être amoureux, parce que ça nous met dans un état où nous ressentons de la joie, enfin, toutes ces choses qui sont si bonnes à éprouver. Donc, nous avons donc cette fameuse hormone, et puis il y a aussi le désir. Hein, le désir, l'hormone du désir, c'est la dopamine. C'est celle qui donne l'envie d'agir, de créer, d'aimer, de faire l'amour, de découvrir, de savoir plus, d'aller plus loin. Voyez-vous? Elle est intéressante, cette hormone, la dopamine. Elle provoque une forte stimulation au niveau de notre cerveau qui va se mettre à rechercher cela. Voyez-vous? C'est un moteur à la motivation et à l'action. C'est elle qui pousse à se rapprocher de la personne aimée. Et plus il y a d'obstacles, plus elle est présente. Non. Donc, c'est vrai que cette hormone a beaucoup de place dans notre vie pour ce qui s'agit des sensations agréables. Vous m'entendez? Oui, Ah oui. donc, ce que vous disiez, ça fait un peu écho à l'expression l'amour rend aveugle. Tout à fait. Tout à fait. De tout ce que, on va dire qu'on ferme les yeux sur certains défauts ou des choses qu'on pensait ne pas pouvoir accepter, ne pas pouvoir tolérer, ne pas pouvoir pardonner. Voilà. On se retrouve finalement à se dire que, bon, peut-être que il ou elle est comme ça, mais finalement, de notre côté, il ou elle a telle qualité, et donc on ferme les yeux là-dessus. Absolument, oui. Absolument. Oui, pour ceux qui ont déjà connu un état amoureux, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui connaissent ça. Ben oui, c'est vrai qu'on est un peu dans une sorte d'euphorie. Et donc, ce manque de sérotonine fait qu'on, comme je disais, on va un peu perdre son esprit critique.
Et c'est ce qui fait que très souvent, vous avez des couples qui se forment très, très vite, c'est très passionnel. Et puis, quelques mois après, ça retourne complètement parce qu'on dit l'autre a changé. L'autre n'a pas changé, l'autre est redevenu lui-même. Je voulais parler un petit peu de rêve éveillé, puisque vous disiez que c'est comme un fantasme. Et puis, on a cette question de « et que se passe-t-il au réveil, justement ?» Qu'est-ce qui se passe? Réveil. Au réveil. Ah, le réveil, dans certains cas, il peut être douloureux. Parce qu'en fait, une relation d'amour, elle commence au moment où les gens ont jeté leur voile. Elle commence au moment où l'on va se retrouver tel que l'on est face à l'autre. Cette phase magique qui est l'état amoureux, comme on le voit, ça va flouter les défauts parce qu'on est dans de la bonne humeur, on est dans de l'euphorie. Hein. L'euphorie, n'oublions pas, c'est quelque chose qui nous fait parfois prendre de mauvaises décisions. Hein. Donc, quand cette euphorie tombe et que toutes les fioritures qui l'accompagnaient tombent également, bien évidemment, on se retrouve avec l'autre. Et c'est là que commence l'amour. Parce que l'amour va être une question d'échange, d'écoute, de compromis, etc. Et si on n'est pas en capacité d'accepter certains défauts, parce qu'il y a des défauts qui ne sont pas acceptables, mais il ne faut pas qu'on oublie que lorsqu'une personne nous attire, ça se passe aussi bien d'un côté que de l'autre. Ce qui se met en œuvre, c'est ce qu'on appelle la séduction. La séduction. On sait tous que l'on ne prend pas des mouches avec du vinaigre. Donc l'autre aussi va agir, va se montrer adorable avec nous. Donc au fond, on est dans une sorte de mise en scène. C'est très beau cette mise en scène, parce que ça nous met sur un petit nuage, c'est hyper agréable à vivre. Mais c'est un peu comme si vous allez au théâtre ce soir, vous entrez à l'Atrium et vous regardez la scène, elle est bien éclairée, le décor est super, les costumes sont somptueux, le jeu des acteurs est génial, et vous aurez une belle représentation. Mais si le lendemain matin, vous allez dans la salle, vous allez découvrir, tiens, ben, ah là, c'était du carton, ah là, c'était un trucage, etc. Et ça peut être souvent ça, pas tout le temps, hein, je ne veux pas inquiéter les gens, mais la séduction fait que nous sécrétons cette fameuse hormone et voilà, comme vous le disiez, ça nous rend quelque peu aveugles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tomber amoureux, hein. Mais on perd quand même un peu la raison. Oui. Alors, concernant justement le fait que les comportements peuvent changer, on a eu une question tout à l'heure auquel on n'a pas vraiment eu le temps de répondre, mais peut-être que ça peut en même temps faire le lien, même si c'était au sujet des enfants. On dit de beaucoup d'enfants qui sont hyperactifs. Est-ce que les comportements des enfants ont changé ou bien est-ce que ce sont les adultes qui ne les supportent plus? Par rapport justement à ce que vous dites sur la relation de couple, peut-être qu'on peut aussi voir certaines similitudes entre les deux. Alors, je n'ai pas très bien compris votre question, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez la reprendre? Oui, alors, on dit de beaucoup d'enfants qui sont hyperactifs. Est-ce que les comportements des enfants ont changé ou bien est-ce que ce sont les adultes qui ne les supportent plus? Alors, bon, l'hyperactivité, ça existe. Hein. Oui, il y a bien entendu des enfants qui sont hyperactifs. Hein. Ça c'est une réalité. Et puis, bon, si vous voulez, il y a aussi parfois... j'ai déjà rencontré des enfants dont les parents eux-mêmes étaient hyperactifs, mais qui ne se rendaient pas compte.
Voyez-vous? Et l'enfant va nous renvoyer en miroir un peu ce que nous sommes, parce que c'est par modeling qu'il va se développer, il va imiter ses parents. Et donc, il peut y avoir effectivement des cas où les parents sont excédés, ils voudraient un certain rythme, mais les enfants, ça bouge. Et puis, il est facile de qualifier un enfant d'hyperactif. Il y a des éléments très, très diagnostiques qui permettent de qualifier un enfant hyperactif. Mais un enfant qui bouge, les enfants bougent. Hein. Mieux vaut avoir des enfants qui bougent que des enfants. Vous savez, à mon époque, dans l'éducation qu'on recevait, il fallait que nous soyons sages. Et la voisine disait aux parents, mais mon Dieu, comme vos enfants sont adorables. Ils sont tellement sages. En fait, nous étions tout simplement, nous avions une éducation qui était castratrice, tout simplement. C'était très important pour nos parents d'être félicités pour la sagesse de leur enfant. Donc, il y a probablement beaucoup d'hyperactifs qui ont souffert ces périodes-là parce que c'était la fessée quand ils bougeaient trop. Mais ce n'était pas la faute de l'enfant non plus, hein, s'il était comme ça. Voyez-vous? Donc, l'hyperactivité, elle existe, mais il faut qu'elle soit diagnostiquée. On ne dit pas d'un enfant comme ça qu'il est hyperactif. Il y a des critères diagnostiques qui permettent de dire, voilà, là, nous avons affaire à un enfant hyperactif. Oui, je pense qu'on fait souvent preuve d'abus de langage. Hein. On dit souvent d'un enfant qu'il est hyperactif dès lors qu'il bouge un peu plus qu'on aurait envie ou bien qu'il est un peu trop bavard. Il y a des phénomènes de mode comme ça. Par exemple, aujourd'hui, on croit certaines personnes, je prends une pathologie qui est très, très à la mode en ce moment, il y a ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Effectivement. Voilà. Alors, beaucoup d'hommes sont classés comme étant des pervers narcissiques. Mais là aussi, il y a des critères diagnostiques. Il y a des critères diagnostiques et on fait peut-être trop de la psychologie de comptoir et on met les gens dans des cases qui ne sont pas les leurs. Alors, on a une remarque, peut-être certains enfants ont parfois simplement besoin de dépenser leur énergie. On parlait de oui, bien sûr. Alors, peut-être qu'on... Allez-y. Non, c'est normal. Vous savez, les enfants, ils sont en pleine découverte du monde. Ils sont curieux. Vous avez vu les enfants qui vous posent des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc, les enfants, ils sont en découverte du monde. Ils font des expériences. Ils sont dans la curiosité. Ils bougent. Ils sont contents. Ils sont tout pleins de vie. Ils sont tout pleins d'énergie. Ils sont en plein développement. Et c'est normal qu'ils bougent. C'est normal qu'il bouge. Mais c'est un enfant qui bouge n'est pas nécessairement un enfant hyperactif. C'était juste une parenthèse. Hein, souvent, cette hyperactivité occasionnelle peut être liée aussi à... Les enfants n'ont pas les mots pour dire les choses. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas un vocabulaire suffisamment étendu. Ils n'ont pas une conscience suffisamment développée pour pouvoir exprimer par des mots ce qui se passe en eux, et ils vont le traduire, avec leurs moyens. Ils vont faire des bêtises, ils vont avoir des comportements, mais de là à les mettre systématiquement dans une cage, je dirais, d'hyperactivité ou autre, c'est un peu un raccourci, ça. Alors, on a fait un petit retour en arrière vers l'enfance, mais on avait commencé à avancer un peu plus vers tout ce qui est l'âge adulte, hein, les sentiments amoureux, etc., même s'ils peuvent commencer bien sûr avant. Est-ce qu'on peut peut-être vous poser une question? Est-ce qu'on peut réussir à retrouver l'état amoureux du début quand il est parti? On parlait de séduction,
rêve éveillé et puis de chute libre lorsqu'on découvre la réalité en face. Est-ce que l'amour peut revenir? Exactement comme il était. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut peut-être déclencher de nouvelles émotions, de nouvelles sensations qui vont peut-être faire ressentir ce bonheur qu'on avait eu au départ. Mais il faut je dirais, beaucoup d'inventivité. Il faut un certain nombre d'éléments en place pour que ça. Si par exemple, si on a été déçu, par exemple, par une personne, on va développer peut-être un peu plus de défensive. Tandis que le premier état amoureux, il est spontané, on ne connaît pas, on découvre. Et puis là, dans la deuxième partie, on sait déjà donc, que cette personne, elle a des manières, elle a des comportements qui ne conviennent pas. Et si on se remet ensemble, c'est pour pouvoir vivre des choses de façon durable et de façon évidemment suffisamment forte. Mais on va se replonger dans les souvenirs vont nous permettre de ressentir un peu ce qu'on a déjà vécu, mais on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut qu'avancer, mais on peut essayer d'avancer pour le mieux. Mais retrouver un état amoureux tel qu'il était au départ, ça me paraît un peu compliqué. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, hein, mais ça me paraît un peu compliqué. Alors, est-ce que parce qu'on a repris avec pas mal de questions, mais est-ce que, M. Appin, vous vouliez poursuivre sur certains points ou, Alors je voulais parler un petit peu de l'ocytocine, n'est-ce pas? C'est cette espèce d'hormone. On est toujours sur le terrain de l'amour. Alors, l'ocytocine, c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'amour, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement. C'est une hormone qui nous envahit au moment de l'orgasme. Alors, elle serait en fait notamment sécrétée par certaines espèces animales. Vous savez, il y a des animaux qui sont monogames, hein, certains oiseaux, certains autres animaux. Monogames, ça veut dire qu'ils vont vivre en couple toute leur vie. Et donc, ces animaux-là vont développer aussi cette ocytocine. Et c'est cette hormone c'est celle qui transforme le plaisir en amour. Voilà. Certains scientifiques, néanmoins, soulignent que l'organisme pourrait s'habituer aux hormones de l'amour, et au bout de quelques années, ces substances ne feraient plus d'effet. Et contrairement à certaines substances illicites comme les drogues, certains chercheurs se sont penchés sur ces hormones et sont arrivés à la conclusion qu'elles auraient des effets similaires à certaines drogues. Voyez-vous? Aussi à l'alcool. On sait qu'elles interviennent dans les liens amoureux, qu'elles favorisent les comportements sociaux comme l'altruisme, la générosité et l'empathie. Donc, c'est une hormone vedette qui fait qu'aujourd'hui, on pense voilà, qu'elle peut tout régler. On pense que voilà, c'est ce qui va créer l'état amoureux. Et je le disais au début, il y a évidemment un certain nombre de réactions d'ordre chimique qui se passent au niveau de notre esprit, de notre cerveau, mais si vous voulez, l'amour ne peut pas se résumer à ça. L'amour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que je dirais que l'organe principal de la sexualité, l'organe le plus important, c'est le cerveau. Ces capacités donnent à la sexualité des dimensions multiples.
Ces dimensions, elles mettent en jeu la pensée, le langage, les émotions, la mémoire. Et tout ça fait que le désir sexuel est le fruit d'une construction mentale qui varie selon son état psychique et les événements qu'on a vécus dans la vie. La sexualité, le désir, n'a rien à voir avec un simple réflexe qui est déclenché soit par l'ocytocine ou encore par la testostérone. La chimie de l'amour est quand même quelque chose de très compliqué. Je parle de l'amour, hein, ce n'est pas le désir d'avoir des rapports sexuels. Alors, ça nous permet de faire une piqûre de rappel, hein, effectivement, sur le fait que la sexualité, le désir, comme vous disiez, ne se résume pas à aux parties génitales. Mais bon, voilà. On aura l'occasion vendredi prochain de revenir sur ces points-là et justement, nos intervenants se feront un plaisir de prolonger, oui, de prolonger. Exactement. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que Ida nous entend. Effectivement, je pense qu'elle aura beaucoup à dire sur ce plan. Oui, on lui fait confiance. Alors, on continue à avancer. Sachez qu'on voit toutes vos questions, hein, toutes vos remarques. On essaie de les traiter un peu par ordre chronologique au fur et à mesure. Donc là, on a avancé, on a parlé de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte. Donc là, on se dirige petit à petit vers plutôt la vieillesse. On a déjà quelques questions à ce propos. Une autre étape de la vie, la vieillesse. Alors, qu'en pensez-vous, Monsieur Appin? Quelles sont les caractéristiques de cette étape de la vie par rapport aux hormones et au comportement? Donc, peut-être certaines spécificités. Et puis, on a aussi une question qu'on a eue tout à l'heure. Que pensez-vous de toutes ces stars et autres, peut-être aussi des personnes de la télé-réalité, des célébrités, qui se font administrer des hormones pour rajeunir? N'est-ce pas néfaste pour la santé? Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, comment dirais-je, il y a une sorte de culte du corps. Je regardais dans les médias récemment, c'est ce fameux, vous savez ce qu'on appelle le lifting brésilien. Ce sont des femmes qui font récupérer de la graisse sur certaines parties de leur corps pour pouvoir rembourrer leurs fesses, leurs hanches. Et ça débouche très souvent sur des drames. Hein. Parfois, il y a des personnes qui meurent de ça. Donc, on est dans un culte de l'image. Donc, on est dans ce qu'on appelle le mythe de l'immortalité, presque. Et mon point de vue là-dessus, il est clair. Hein. Je trouve ça contre nature, parce que nous avons des cycles qui irrémédiablement nous amènent vers la mort, vers notre disparition à un moment, et à un moment donné où on va atteindre le grand âge. Alors, je vois des gens qui sont dans de véritables dépressions par rapport à leur âge, des personnes qui ont mal de vieillir, des personnes qui ont honte de vieillir et qui voudraient rester jeunes. Mais la vieillesse, ce n'est pas une question d'esthétique. La vieillesse est une question de maturité. Avec la vieillesse vient le moment de ce qu'on appelle le legs, où on va donner, on a plus de temps à consacrer à ses petits-enfants, à voyager. Il y a plein de choses qui peuvent apporter de l'équilibre. Et alors, ces stars dont vous parlez, elles sont prises dans un système. Ce sont des gens qui sont pris dans un système. Et donc, ils se sentent obligés, par rapport à leurs nombreuses apparitions sur toutes sortes d'écrans, se veulent toujours jeunes, mais ça finit à un moment par leur passer, parce que je pense qu'un excès d'hormones, ça joue quand même quelque part sur la santé, parce que ce n'est pas naturel d'avoir trop d'hormones. Alors, c'est vrai que lorsqu'on prend de l'âge, là, on va vers la vieillesse, comment dirais-je, il y a une décrue. Il y a une décrue de notre production d'hormones.
Et c'est ce qui va, par exemple, réduire le désir. On va rechercher un peu moins le plaisir, mais ce sont des choses normales. Et donc, je trouve que c'est quelque part quelque chose de factice et parfois, voire dangereux, de vouloir à tout prix rester jeune. Je me rappelle d'un film d'anticipation que j'avais vu où un homme, il avait déjà vécu plus de quelques centaines d'années et à la fin, il a encore un décompte d'âge d'une dizaine de milliers d'années et puis finalement, il donne tout ça à un autre et puis il va sur un pont, il garde 5 minutes pour lui et puis il va se jeter dans une rivière tout simplement parce qu'il en avait assez de vivre. Donc, je crois que les gens sont à la recherche de l'immortalité. C'est le culte du corps, c'est le culte de l'immortalité. Donc, un fantasme. Voilà, ce n'est rien d'autre qu'un fantasme. Alors, comment justement on peut gérer, c'est une question qui pourrait... alors, Oui. Oui. Comment gérer efficacement ces émotions, hein? Est-ce qu'on a des exemples d'outils, d'astuces, justement, le regard sur soi-même, l'estime de soi, tout ça, je suppose que ça en fait partie, hein, pour mieux accepter notamment la vieillesse, mais même certains défauts, certains complexes aussi. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, les complexes, pour saisir ce mot-là au passage, c'est quelque chose qui est propre à notre adolescence. Et nous pouvons, au fur et à mesure que nous grandissons, nous concentrer de plus en plus sur les choses qui sont essentielles dans la vie. Par exemple, le corps, nous devons apprendre à l'accepter. Un déterminant de la vieillesse, pour moi, c'est la qualité d'existence que nous avons eue. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne a vécu alignée avec ses valeurs, notamment, si cette personne a, je dirais, une existence qui a été pleine, dans laquelle elle s'est épanouie, où elle a fait du bien, où elle a été proche des autres, où elle a, en tout cas, où elle a le sentiment de s'être accomplie, la vieillesse ne sera pas un problème pour cette personne. Au contraire, il y a d'autres choses qui arrivent dans sa vie. D'autres choses, la personne se place sur un plan, je dirais, où elle s'élève en quelque part. Mais si, vous savez, qui c'est qui veut faire de la chirurgie esthétique, par exemple, ce sont des jeunes qui sont mal dans leur peau, qui veulent changer de nez, qui veulent changer de fesses, de seins, enfin bref, toute une panoplie de chirurgies plastiques qui sont mises en place pour ça. Donc, le jeune, bon, il n'est pas encore construit. Mais quand un homme, un être humain est bien construit, il ne pense pas à ces choses-là. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on va se faire de soi-même, l'idée de la vie. Si on est satisfait de la vie que nous avons menée, on ne va pas rechercher ces choses-là. Donc, c'est une question de cohérence avec soi-même. Si on a mis en place dans la vie les choses qui étaient importantes pour nous, on aura un sentiment de réussite. Et on va toujours rester jeune quelque part. On aura toujours des rêves et des choses à accomplir. J'aime bien cette expression qui dit un homme n'est vieux qu'à partir du jour où il remplace ses rêves par des regrets. Voyez-vous? Expression, belle citation que je pense qu'on pourrait garder. Hein. Je trouve intéressante cette citation. Elle résume beaucoup de choses. Oui, on voit bien que finalement, comme on dit parfois, tout se passe dans la tête. Donc, c'est pas qu'une question d'esthétique, d'âge. Hein, finalement, c'est plutôt un chiffre, un nombre, mais le cerveau, c'est plutôt lui qui régit tout ça. Hein. Absolument, tout à fait. Le cerveau, la conscience, l'idée de soi, l'estime de soi, etc.
Alors j'ai quand même un petit mot à dire sur ça. Par exemple, quand on parle de la question du bonheur, hein, voyez-vous, aujourd'hui, il y a une branche de la psychologie, une branche scientifique hein, qui s'appelle la psychologie positive. Hein. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive. Donc, cette branche enseignée à l'université a pour objet d'étude l'épanouissement de l'être humain, n'est-ce pas? Et les chercheurs se sont demandé, mais qu'est-ce qui fait que des gens sont heureux et que des gens sont malheureux, n'est-ce pas? Et ils ont pu mettre en exergue un certain nombre de caractéristiques qui faisaient que des personnes étaient heureuses et d'autres ne l'étaient pas. Et au final, ce qui a bien retenu mon attention, c'est que les personnes heureuses n'ont pourtant pas moins de problèmes que celles qui sont malheureuses. Donc, il y a certainement des choses à mettre en place dans la vie. Pour revenir encore sur les hormones, puisqu'on parle d'hormones, chez les Scandinaves, donc, vous savez, dans l'Europe du Nord, chez les Scandinaves, on est là en face d'un peuple, vous savez, les anciens Vikings, etc. Et génétiquement, ce sont des personnes qui sont de très faibles transporteurs de dopamine. Ils ne fabriquent pas beaucoup de dopamine. Et on sait que l'hormone du plaisir, c'est la dopamine, et ils n'ont pas beaucoup de dopamine. Et pourtant, ils sont classés par étant les peuples les plus heureux de la Terre. Il y a un problème là. Hein? On ne sécrète pas beaucoup de dopamine, et pourtant, on est parmi les peuples les plus heureux. Et donc, quand on s'est interrogé sur ces gens-là, la question a été scientifiquement posée, donc on a fait des recherches, et qu'est-ce qu'il advient des recherches? Le résultat montre que finalement, ce sont des gens dont les enfants ont le plus fort taux de réussite au bac, etc. Et en fait, la question de l'estime de soi est au cœur de l'éducation chez ces gens-là. Donc, on voit bien que être bien dans sa peau, se considérer, avoir une bonne estime de soi, c'est un élément aussi qui va contribuer à notre bonheur et à notre épanouissement. Et peut-être qu'on n'aura pas besoin, en vieillissant, on n'aura pas besoin d'utiliser ce qu'on appellera des artifices. Parce qu'on est bien en soi, on est bien avec soi. Mais ne critiquons pas ceux qui font ces choix-là. C'est leur droit, malgré tout. Alors, vous avez peut-être déjà commencé à y répondre un petit peu, mais on a une question, peut-être l'une des dernières, hein, puisqu'on approche déjà ça a été vite, en fait. Hein. Exactement. Je regrette tout de même qu'Alain Honoré n'ait pas été là parce que je pense qu'il a eu aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous avions envisagé un beau tandem où il répondrait aux questions qui le concerneraient plus par rapport à sa profession. Donc, évidemment, mon entretien avec vous, cette présentation, elle est tout de même influencée par mon expérience professionnelle. Alors, j'espère qu'on n'a pas trop dérivé par rapport à la question de départ qui était celui des cycles hormonaux. Moi, en tout cas, je ne pense pas qu'on ait dérivé. Je pense aussi que ce type de webinaire, c'est aussi un espace d'échange pour les participants et les participantes qui profitent justement de ce temps-là pour échanger et pour poser les questions qui peut-être sont importantes pour eux. Donc, à mon avis, si ces questions sont venues là, c'est que c'était aussi le moment d'en parler. Oui, C'est vrai que M. Honoré aurait peut-être plus complété sur la partie maternité et parentalité, hein, à son niveau en tant que maïeuticien. Mais on a quand même pu
abordé beaucoup de sujets, je pense, et finalement, on pensait peut-être finir plus tôt, mais l'échange a fait que on a quand même tenu à peu près 2 heures déjà. Donc, Déjà, oui. voilà. Donc, je voulais poser la question, la dernière question qu'on a en tout cas pour l'instant, c'est quels effets sur notre santé physique et mentale cette perte naturelle d'hormones, lesquelles perdons le plus? Oui, c'est-à-dire que alors, les études montrent que la baisse de ces hormones vont, comment dirais-je, agir sur certaines hormones, sur la plupart, parce que le corps va en fabriquer moins, c'est normal. On n'est pas jeune, donc on a vécu, donc on aura, si vous voulez, les besoins vont se réduire. Par exemple, au niveau de la sexualité, au niveau de certain nombre de choses qui faisaient plaisir, on va assister à une décrue du désir parce qu'il y a moins de production d'hormones. Ça, c'est une chose. Par exemple, si vous avez des hormones qui sont responsables je dirais, de notre peau, hein, ces hormones-là étant moins fabriquées, évidemment, notre peau va changer d'aspect. Hein. Ça, c'est pour situer un exemple. Donc, il est certain que les hormones, toutes ces hormones qui ont participé à notre construction psychobiologique, elles sont moindres. Donc, quand on est vieux, on doit pouvoir ajuster ses besoins en fonction de notre patrimoine hormonal, si je puis dire. Mais c'est certain qu'il y a une décrue de ça. N'oublions pas que pour les personnes qui vont... il y a des personnes qui décompensent au moment de leur vieillesse. Et là, il y a un facteur social qui rentre en jeu, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, notamment, les gens partent à la retraite, il y en a qui rentrent dans la retraite sans l'avoir véritablement préparé. Si on a mis en place des stages pour les gens pour qu'ils puissent se préparer à leur vie future, ce n'est pas par hasard. Parce que lorsque vous partez à la retraite, vous pouvez le vivre comme une sorte de décès social, c'est-à-dire que toutes les compensations que vous apportez à votre vie professionnelle, toute cette reconnaissance que vous aviez, tout ça, vous ne l'avez plus. Vous n'avez plus ces compensations-là. Donc, il faut pouvoir se créer d'autres, se créer un nouvel équilibre, voir les choses en fonction de ce dont on dispose comme capital, en quelque sorte. Voyez-vous ? Donc, le corps vieillissant, il ne produit plus autant d'hormones, et donc il s'agit pour nous de nous réajuster par rapport à cela. Alors, il y a des personnes qui arrêtent de travailler, qui vont prendre part à des associations, à d'autres choses, ils vont toujours rester actifs, ce qui va leur permettre de bien vieillir, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du bien vieillir. C'est devenu un phénomène très important dans nos sociétés, en Martinique notamment, où nous avons un vieillissement de la population. Donc, il y a tous ces facteurs culturels, sociaux, qui rentrent en jeu dans le vieillissement de l'individu. Au plan physique, on est déjà moins fort. On va voir aussi au niveau des sensations, au niveau des sens. Tout cela, ça diminue. Et il faut pouvoir l'intégrer, l'accepter, vivre avec. Et ça n'empêche pas que certaines personnes qui ont un grand âge vivent heureux malgré tout. Merci, M. Appin, pour cette transition. En tout cas, on arrive déjà à la fin de votre intervention. Merci beaucoup d'avoir pu vous accommoder, vous adapter à ces imprévus de dernière minute, puisque, comme je le disais au début, peut-être pour ceux et celles qui n'ont pas entendu, on devait avoir la présence de M. Alain Honoré, qui est maïeuticien,
mais qui n'a pas pu nous rejoindre puisqu'il a été retenu au travail pour cause d'accouchement, justement. Et donc, on a fait avec et on a Oui, pu… on s'est adapté, on s'est adapté. Exactement. Vous savez, la vie, c'est une adaptation. C'est-à-dire que quand on parle de stress, notamment, le stress, c'est cette réaction qu'il y a au sein de notre organisme et qui va solliciter énormément cette hormone qui est l'adrénaline. Parce qu'une situation change, le contexte change, donc il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir s'y adapter. Et donc, le stress, c'est une réaction d'adaptation, aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan psychologique. Quand vous m'avez dit que M. Honoré n'était pas là, alors qu'on avait au départ prévu d'être tous les deux pour cette intervention, donc j'avais ça, c'était clair dans ma tête, mais quand il y a une information de dernière minute m'apportant cette réalité, qu'il ne serait pas là, eh bien, j'ai dû m'adapter, voyez-vous. Mais comme vous étiez là aussi pour poser des questions, ça a favorisé les choses. Les participants ont aussi posé plein de questions que j'ai trouvées intéressantes. Certaines d'entre elles pouvaient correspondre un peu plus à mon domaine. Et j'ai essayé d'apporter un peu ce que j'avais comme connaissance là-dessus. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais que oui, c'était un moment sympathique et agréable. Et j'espère qu'il en est de même pour les participants. J'espère aussi qu'ils ont apprécié votre intervention. En tout cas, je pense que vous avez fait au mieux, vraiment, pour répondre à toutes ces questions. Il y en a eu quand même pas mal, hein. D'ailleurs, merci à vous pour ces questions qui permettent justement de faire vivre l'intervention, hein, sans quoi, comme on le disait, on n'a pas pour objectif de faire un cours, ni vraiment une conférence comme on entend dans des cours traditionnels, mais justement, le fait d'avoir cette interactivité avec vous, c'est ce qui nous plaît et nous intéresse le plus. Je voulais juste faire une petite précision par rapport à certaines discussions qu'on a eues tout à l'heure autour de la sexualité et de l'orientation sexuelle. Étant donné qu'on a remarqué qu'il y en a eu beaucoup et que les questions et les interrogations émergent encore, on va vous envoyer, pour ceux et celles qui pourraient être intéressés là, dans le chat, quelques liens, quelques sites qui abordent ces sujets, qui abordent on ne dit plus trop transsexualité, de transidentité, l'homosexualité aussi. Donc, ça peut peut-être vous intéresser, vous aider à répondre, à vous donner des pistes de réflexion. Ça peut toujours être utile. Donc, voilà, on l'a envoyé sur le chat. Monsieur Appin, de votre côté, si j'ai bien compris, vous avez déjà fait votre conclusion. Oui, je pense que, oui, comme je l'ai dit, c'était un moment sympathique, hein, qui a nécessité évidemment que nous nous adaptions. Mais par rapport, je vois qu'il y a eu 32 questions, c'est quand même pas mal. 32 questions, c'est un bon chiffre, ce qui montre que les personnes ont montré en tout cas de l'intérêt pour le sujet et j'en suis ravi. Nous aussi, c'est vraiment bonne chose, hein, pour nous. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres événements comme ça par la suite, que vous pourrez aussi peut-être participer selon les thématiques qui seraient abordées. Qui seront abordées, oui, absolument. Et voilà, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'autres questions, donc sans oublier qu'on va vous aurez en fait un sondage qui va s'afficher à l'écran lorsque vous quitterez le webinaire. On vous demande d'y répondre, chers participants et participantes. C'est important pour nous, notamment pour nos bilans,
Donc, vous aurez quelques questions sur votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Prochain rendez-vous le vendredi 19 novembre de 17h à 19h, toujours sur Zoom, avec le même procédé, par inscription sur Eloasso. Si vous avez des difficultés, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au standard 05 96 63 12 36 ou même sur notre portable 06 96 81 59 42 pour qu'on puisse, si besoin, vous accompagner, pour vous inscrire ou même le faire pour vous à distance. Donc, on vous attend, nombreux et nombreuses. On va aborder les désirs, plaisirs et relations dans le cadre des rapports affectifs, amoureux, sexuels aussi, avec le docteur Thierry Allemand, qui est sexologue, oncosexologue, et Madame Ida Marie Mandela, qui est elle aussi sexologue. Encore merci, Monsieur Appin, d'avoir été présent avec nous. Bonsoir à tous. Merci, et puis à la prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.